Aie confiance, crois en moi. Vos paupières sont lourdes. Vous entrez en transe. Écoutez-moi, suivez-moi. Ce soir, on va parler d'hypnose. Mais si vous pensez que l'hypnose se limite au serpent K, suivez Cléora qui va vous éveiller à cette science et nous faire voyager dans l'inconscient. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs sur vos oreilles, nous vous invitons au voyage. Nous sommes le mercredi 29 septembre de l'an 2021. Bienvenue dans Podcast Science. On coupera, je couperai. Alors ce soir, nous avons une table physique pour changer et des gens un peu partout. Alors on va peut-être commencer par la table physique d'abord. À Paris, donc nous avons Johan. Salut. Nous avons Topo. Hello. Nous avons Claire. Coucou. Et moi-même, donc avec beaucoup de fromage, de vin et des terrines. Et de croûtes de fromage abandonnées. Abandonnées par... On ne citera pas qui. Nous avons ensuite Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Et je vais laisser donc Cléora présenter ce dossier sur l'hypnose. Merci. Donc on va commencer tout doucement. Installez-vous confortablement parce qu'en cet épisode on va voyager dans notre propre corps et notre propre esprit, de notre tête à nos pieds. Prenez une position confortable, assise, allongée ou debout en train de repasser ou en train de manger du fromage, comme vous voulez, peu importe. Dans tous les cas, vous n'avez plus le choix, vous avez commencé l'épisode et vous allez suivre ma voix. Ça va être tranquille, hein. Je ne vais pas à proprement parler vous hypnotiser, je ne suis même pas formé. Vous pouvez garder votre activité à côté, surtout si vous conduisez, hein. Ne faites pas le fifou et restez concentré. Bien sûr, l'idéal est que vous ne fassiez rien à côté, que vous vous concentriez seulement sur ma voix, en train de parler, le contenu de cet épisode, et vous-même en train de l'écouter. Avant d'expliquer des choses, de vous donner des astuces ou d'expérimenter, j'aimerais d'abord que nous tous, auditeurs, membres de l'équipe et auditeurs en live, commencions d'abord par scanner sa position physique, dans laquelle nous sommes actuellement. Est-ce la meilleure position ? Si vous ne savez pas, vous pouvez en essayer d'autres, pour que la position de votre corps soit la plus optimisée possible, et que seuls les muscles nécessaires soient utilisés. Pensez à votre dos. J'espère qu'il n'est pas trop voûté. Pensez à vos jambes. Allez-y, faites vraiment l'effort de ressentir vos jambes, déplacez votre attention sur vos jambes. Pensez à vos jambes. Ne sont-elles pas trop contractées ? Détendez-les. Et votre mâchoire alors ? Bordel, desserrez-la. Relaxez-moi toute cette partie basse de votre visage. Ouais, desserrez, relâchez votre mâchoire, quitte à ce qu'elle tombe un peu plus bas. Là. Ça va mieux ? Rien que cette simple expérience de se focaliser sur d'autres parties de son corps est un début de relaxation, un début vers une transe, un début vers un état hypnotique ou un état modifié de conscience. Et oui, en effet, pas la peine de se mettre dans un état absurde et caricatural. L'hypnose, ou quoi que ce soit qui s'en approche, c'est quelque chose de naturel. Non seulement tout le monde peut y accéder, mais encore mieux, tout le monde l'a déjà expérimenté. Je dirais même que chacun de nous l'expérimentons quotidiennement. Ouais, du coup, si vous ne savez pas, c'est un peu tous les jours que vous faites un peu d'hypnose. La plupart du temps, les personnes qui veulent faire comprendre au grand public utilisent l'expérience subjective du conducteur. Mais il faut avoir le permis pour ça. Donc lorsqu'on est littéralement en mode pilote automatique, quand on parcourt un trajet quotidien, l'habitude prend le dessus et nos pensées partent ailleurs. Quand on reprend nos esprits, on se rend compte alors que tout à coup, que mince, truc de dingue, je suis bientôt arrivé chez moi. Ça, c'est un état hypnotique. Donc, comme je l'ai dit, personnellement, j'aime pas trop cet exemple parce que ça parle pas à tout le monde n'a pas le permis, tout le monde ne conduit pas en mode automatique non plus. Encore heureux. Une autre illustration serait le fait d'être complètement absorbé par l'histoire d'un livre, d'une série ou d'un film, genre les Marvel ou Dune, au point d'en perdre totalement la notion du temps. Donc pas Dune. Ah, c'est Dune. Pas les Marvel. C'est-à-dire d'être littéralement ailleurs, d'être littéralement absorbé par l'histoire, d'être absorbé. C'est une des dimensions principales de l'hypnose, l'absorption, où on est complètement focalisé, happé, par ce qui dévore toute notre attention.
L'hypnose, c'est exactement ça. C'est focaliser son intention sur quelque chose de précis, au point d'en oublier les choses autour de nous. Une forte focalisation au point que, lorsqu'on reprend nos esprits, en se détachant du film, à la fin du film Dune par exemple, dans lequel on était totalement absorbé par exemple, on ressent une certaine confusion, une certaine dissociation, du genre « Ah oui c'est vrai, j'étais dans une salle de cinéma avec un corps d'ailleurs qui a faim, il faudrait peut-être que je pense à manger un truc après le film. » Une dissociation, entre d'un côté sur ce sur quoi votre attention est focalisée, et de l'autre, tous nos ressentis corporels et de l'environnement extérieur actuel. La dissociation est le deuxième élément principal de l'hypnose. Comme si on était divisé en deux, ouais, carrément, si on veut. Sans que ce soit pathologique, évidemment, car tout le monde l'expérimente. Si vous m'écoutez très vaguement, tout en partant dans vos pensées et dans la lune, c'est déjà un état dissocié. Donc, absorption et dissociation. Ce sont deux expériences subjectives qu'on décrit en état de transe hypnotique. Comme si vous vous plongiez littéralement dans un monde ailleurs, dans un bon bouquin ou l'univers d'un film. Ça, donc, c'est déjà un état hypnotique. Oui, car, encore une fois, l'hypnose n'est pas un état caricatural comme on voit à la télé. Ce qu'on nous met sous les yeux, c'est du spectaculaire, sans aucun objectif à part nous faire divertir ou nous faire rigoler. On doit différencier en fait deux grandes facettes de l'hypnose. D'une part, l'hypnose thérapeutique, voire médicale plutôt, avec un objectif derrière, et de l'autre, l'hypnose de spectacle, pour simplement divertir. Malgré cette distinction, quelle que soit l'hypnose, sur scène, pendant un film, ou durant une thérapie, ou une anesthésie même, on est toujours conscient de notre état. Même si on part très loin au point de perdre la notion du temps et de notre environnement extérieur. Donc, je répète, car c'est une notion dont quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ne peut pas le deviner, au moment présent, en état de transe, même si on va très très loin, très en profondeur dans notre état de transe, on est toujours conscient de ce qui se passe. Même ceux qui font les foufous sur la scène, sur une hypnose de spectacle. Ainsi, l'hypnose, ce n'est pas non plus un état magique où on chante tout nu sur un nuage avec les petits oiseaux à nos pieds. Quoique, en théorie, ce soit possible de nous y visualiser, n'est-ce pas? Être tout nu dans les nuages, rien que d'avoir prononcé la phrase. Vous vous y êtes imaginé ou pas? Et si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose? Je vais pas vous y penser. Un hypnotiseur, hypnologue ou hypnothérapeute, peu importe le nom, il sait où il va et il utilise ce genre de petites techniques à l'éléphant rose pour vous guider. Et seulement pour vous guider. Il n'est pas là à donner des directives autoritaires comme au fin fond du 19e siècle. Car j'insiste, vous restez toujours conscient de votre état et de ce qui se passe. Vous restez toujours maître de votre comportement, maître de la façon dont vous vous comportez. Après, un peu moins de la façon dont vous pensez. Comme ici, si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, difficile de pas trop y penser. De fait, avec des jeux de langage, en utilisant des phrases simples, affirmatives et au présent comme ça, on peut facilement induire, proposer ou manipuler ce que vous pensez. C'est l'idée de la troisième caractéristique de l'hypnose. Donc, après l'absorption, la dissociation, on a là ce qu'on appelle la suggestibilité, le fait de pouvoir imposer des suggestions. Donc, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette très simple illustration de vous, nu dans le ciel avec des éléphants roses, c'est que le cerveau et notre corps ne connaissent pas la négativité, dans le sens qu'une phrase soit négative. Si je vous dis de ne pas cligner des yeux, ne clignez pas des yeux. Pendant un court instant, vous allez y penser et conscientiser le phénomène où vos paupières se ferment normalement inconsciemment. Tous ces genres d'événements où on focalise consciemment des petites choses normalement banales ou inconscientes a tendance à nous rendre confus, tel un éléphant rose dans le ciel. Et un état de confusion, c'est déjà le début d'une induction pour entrer dans l'hypnose. Encore une énième fois, je répète, l'état hypnotique n'est pas quelque chose qui est hors du commun ou hors de portée. C'est un état dont on est très certainement déjà tous expérimentés. Du coup, si je vous fais une petite expérience pratique, là tout de suite, difficile de vous croire sur parole si vous êtes réellement en train d'expérimenter ou bien en train de simuler. Peut-être que vous-même, vous ne savez même pas ce que c'est que le vivre et l'expérimenter. Pour les vérifier, en fait, l'idéal serait de trouver un appareil pour objectivement le mesurer. On peut le faire en vous plaçant tous sur la tête des petites électrodes pour enregistrer votre activité cérébrale. Ce dispositif s'appelle un EEG, un électroencéphalogramme. On vous en a déjà parlé avec Eléa dans la roue libre autour du sommeil en l'épisode 448. C'est un casque d'électrodes qu'on pose sur la tête, tout bêtement. Et il est notamment utile pour distinguer votre attention,
votre vigilance et voir si vous dormez ou si vous êtes éveillé. L'EEG n'apporte que très peu au niveau de la compréhension du fonctionnement cognitif. C'est juste quelque chose de surface. Il permet juste de mesurer des niveaux d'éveil en prenant en compte les remous de la surface de l'océan de neurones, en gros. Et tous ces remous électriques sont différents en fonction de si vous êtes endormi ou éveillé. En bref, l'EEG permet d'objectiver par une mesure son niveau d'éveil. C'est le terme scientifique. Son niveau d'éveil, ou on l'appelle aussi son niveau de vigilance. Et ce serait utile pour savoir si vous êtes en transe hypnotique. Car oui, l'hypnose, et de manière plus générale la transe, ou les états modifiés de conscience, c'est en gros une modification consciente de son niveau d'éveil. Ce n'est ni du sommeil, ni de l'éveil, mais quelque chose de mixte entre les deux. Entre les deux, en fait. Du coup, pour bien comprendre ce qu'est l'hypnose, je dois vous parler d'éveil et de sommeil. Pour les passer en revue, je vais donc faire un petit décompte de 3, comme pour vous hypnotiser en gros. Au bout de 3, vous allez vous sentir bien, calme et reposé. Êtes-vous prêt? Est-ce que je continue? Oui, Cléo. Je continue. Alors je commence le décompte. 3. Vous êtes en état d'excitation intense. Ouais, vous l'avez pas entendu celle-là. Vous êtes tellement excité et impatient d'écouter ce que j'ai à vous dire que vous ne tenez plus en place. Bon, j'imagine que j'exagère. Dans la vie réelle, ce stade d'hyper-excitation, on l'expérimente surtout en fin de journée, quand on est dans le rouge en gros, quand on a les nerfs à vif, quand la colère peut monter à n'importe quel instant pour engueuler la moindre personne dans la rue par exemple, ou alors quand vous êtes au bord des larmes tellement que vous n'en pouvez plus. Ça, c'est un état d'excitation intense. Ça peut être aussi un moment d'euphorie, très aigu, très intense sur le moment, ou un état de panique immense, où la vague émotionnelle vous emporte sur son passage. Et en parlant de vague, en fait, on peut tout de suite reprendre notre analogie de l'océan avec l'EEG. En état d'excitation émotionnelle, vous êtes littéralement submergé par les événements. C'est la tempête. Vous buvez la tasse et subissez le mouvement généré par les événements. 3, donc état d'excitation. 2, en ce deuxième niveau, fini la tempête. Vous êtes attentif à ce que je suis en train de dire sans être débordé par les événements. C'est l'état d'éveil le plus commun. L'océan cérébral, donc ce que mesure l'EEG, est calme avec des petites vaguelettes très courtes mais très nombreuses, partout sur la surface de l'eau, partout sur la surface de notre crâne où on mesure les activités neuronales. Ces petites vaguelettes désynchronisées, comme si on tapotait tout sur l'eau, à l'EEG, à l'électroencéphalogramme donc, qui rend compte de l'activité électrique du cerveau, on appelle ça le rythme bêta, un rythme oscillatoire autour de 60 Hz. Donc on peut le mesurer objectivement grâce à ça. 3, 2, 1, mon décompte est bientôt terminé, vous commencez alors à mettre un petit peu du vôtre, en vous disant, bon, c'est peut-être débile, mais tant qu'à faire, je vais essayer de me calmer, de me détendre, de me relaxer. Vous devriez alors ressentir une chute de votre éveil. On appelle cet état l'éveil diffus, comme si au lieu d'être attentif à ce que je dis mot à mot, vous écoutez vaguement la mélodie de ma voix. Parfois, vous êtes dans la lune, vous vous laissez divaguer par vos pensées, elles vont et viennent. Pourquoi m'écouter finalement? Pourquoi ne pas juste être là et faire acte de présence sans y prêter attention? Et plusieurs parties de votre corps semblent être d'accord, tout comme plusieurs neurones. Comme si des petits groupes de neurones commençaient à faire une ola électrique, c'est dur à dire ça, une ola électrique pour ne rien faire. C'est le début de la grève des neurones. Et ils font la manif et défilent par petits groupes électriques. Sur notre analogie de l'océan, si on le reprend, ça se résume par des petites vagues davantage synchronisées et plus intenses, c'est-à-dire plus hautes en altitude. Comme si tous ensemble, on essayait de tapoter sur l'eau de manière synchronisée pour faire de plus grosses vagues au rythme de 10 Hz, de 10 vagues par seconde. À l'EEG, à l'électroencéphalogramme, ce rythme électrique, on l'appelle le rythme alpha. Et il s'estompe dès qu'on reprend nos esprits, ou qu'on revient sur Terre. Genre, ah ouais, il disait quoi déjà? Donc 3, état d'excitation. 2, éveil attentif. 1, éveil diffus. Nous arrivons. Cléora, j'ai une question. Oui. Je peux te poser? Ok.
ces 3 états là d'excitation, c'est une classification qui vient directement des résultats de EEG sur des patients ou c'est plus arbitraire? Comment ça a été établi? Ouais, c'est établi depuis les années 50. En fait, on sait ça qu'il y a vraiment 3 états comme ça sur le EEG qu'on arrive bien à démarquer pour différencier différents niveaux de vigilance, ce que j'appelle là des niveaux d'éveil. Et du coup, ça se voit graphiquement sur le EEG et c'est comme ça qu'on a réussi à les classer. Voilà. Ça Par exemple, donc le premier, l'état de super excitation, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel électrique, c'est n'importe quoi. L'éveil attentif, c'est quelque chose de plus régulier, mais là, ce qu'on mesure, ce sont de faibles amplitudes, mais avec un rythme oscillatoire autour de 60 Hz. Ok. Donc en fait, on voit des vagues électriques qui seraient une activité cérébrale. Exactement. Ok, d'accord. Okay. Et plus on descend donc vers le sommeil, plus ces vagues électriques sont grosses, en gros. Plus le rythme est lent, mais plus les vagues sont énormes. D'accord. Ok, avec une grosse amplitude d'activité électrique. Ouais, voilà. Et on a pigé pourquoi il y a ces variations d'activité électrique ou c'est juste qu'on les décrit? Alors, on les décrit. Après, il y a des théories, mais c'est pas encore expliqué vraiment. Il y a plusieurs théories. Si vous voulez, je peux en parler à la fin. Si tu veux vraiment. Okay, j'ai loupé ça parce que. À la fin. Ouais, sur le rôle du sommeil en fait. C'est un rôle dans le sommeil. Ah ok, d'accord. Ah, je pige. Ok. Donc du coup, là, on va petit à petit aller vers le sommeil parce qu'on a vu les 3 des états d'éveil, état d'excitation. 2, éveil attentif. 1, éveil diffus. 0, vous commencez à vous endormir. Donc en tapotant sur l'eau, on arrive tous ensemble petit à petit à se synchroniser pour faire donc de plus grosses vagues. Et par moments, même si c'est pas encore ça d'ailleurs, parce que ça ne tient pas sur la durée, c'est des grosses vagues ponctuelles. C'est ce qu'on appelle un rythme θ. Il reste occasionnel et se mélange avec d'autres rythmes. Donc ce qu'on a vu avant, rythme bêta, alpha, bref. C'est comme si on avait tous du mal à se synchroniser pour faire les plus grosses vagues possibles. En fait, c'est comme un orchestre qui est en train de s'accorder. Au début, on est tous désaccordés, mais plus ça va, plus l'orchestre joue de manière synchrone une seule et belle note, une seule et belle grosse vague. Même chose durant l'endormissement, de ce qu'on observe à l'EEG. Plus ça va, plus les vagues sont grosses. Donc le rythme θ devient plus accordé et synchronisé. Il s'installe au profit d'autres rythmes. Donc l'endormissement, c'est déjà le début du sommeil léger. C'est la fameuse phase en fait entre la phase de veille et le sommeil où vous dites en fait à votre ami en train de piquer du nez « Hey, tu dors ?» Et puis il vous répond « Non, je dors pas. » C'est cette phase-là entre veille et sommeil. Où on croit être encore éveillé, mais finalement, tu dors un peu quand même. Ensuite, on passe au niveau -1, au niveau du sommeil. Une fois endormi, nous passons donc d'un état d'éveil à un état de sommeil. Jusque-là, je vous apprends rien. Donc on passe au niveau en dessous, au niveau -1. Bienvenue dans les profondeurs. Après quelques minutes d'endormissement, le rythme θ de 5 grosses vagues par seconde est enfin installé sur la durée, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là. On dort. C'est un état qui n'est pas très loin de la surface et de l'éveil. Un bruit qui nous alerte ou quelqu'un qui appelle notre prénom et ça nous réveille. Ainsi, notre cerveau ne dort pas totalement. Il est toujours réceptif à un cri, une alarme ou un appel. Quand on dort, l'activité électrique cérébrale observée par l'EEG n'est donc pas plat. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi. Sinon, ce serait la mort cérébrale, à vrai dire. Durant le sommeil, l'océan n'est pas calme. L'océan de neurones n'est pas calme. Au contraire, ça bouge bien là-dedans. Il y a de grosses vagues synchronisées, de grosses ondes lentes. Tel l'océan qui s'échoue sur les côtes à coups de vagues synchronisées. Imaginez-vous sur la plage, détendu, reposé, assis ou allongé, en train de contempler les vagues s'échouer. Le bruit régulier des vagues est reposant, calme, à en être hypnotisé, tel de grandes et lentes inspirations et expirations qui s'amplifient au fur et à mesure que notre sommeil soit profond.
Cléora, j'ai une question. Vas-y. J'ai lu un papier il y a pas longtemps qui disait qu'on pouvait rêver aussi pendant cette phase. Alors, est-ce que tu en sais plus ou pas ? Parce que tu sais, parfois, quand on vient de s'endormir, on rêve un peu des choses et apparemment, ils se sont rendus compte qu'en fait, le rêve, c'était pas uniquement dans le sommeil paradoxal ou profond. Ouais. Est-ce que Les études actuelles montrent que le rêve, on peut rêver n'importe quoi en fait. On rêve majoritairement pendant le sommeil paradoxal. Ça, on croyait avant qu'on rêvait uniquement pendant le sommeil paradoxal, voilà. Ouais. Et maintenant, on sait qu'on rêve un peu tout le temps, mais majoritairement pendant le sommeil paradoxal a priori. Mais c'est vrai qu'on peut rêver n'importe quoi. Ouais. Même là-dedans. Ok, d'accord. Donc une fois le sommeil léger passé, on a le dernier stade. Donc bienvenue au dernier sous-sol. Au niveau -2, plus profond, tu meurs. C'est le sommeil profond. Enfin plus profond en fait, plus tu es dans le coma. Bon. À ce niveau-là, les vagues du rythme θ prennent les amplitudes énormes, au rythme de 2 ou 3 par seconde. On l'appelle le rythme delta, du coup. La physiologie du corps est diminuée, sa température, le fonctionnement des organes, même aussi notre propre conscience. L'une des méthodes pour évaluer la profondeur du sommeil est de générer un bip sonore à l'oreille du dormeur. Une méthode, je vous l'accorde, horrible. Se faire réveiller à n'importe quel moment, on sait que c'est loin d'être désagréable. C'est loin d'être agréable plutôt. Si une faible intensité sonore suffit pour le réveiller, on sait que c'est en sommeil léger. Si par contre il faut une corne de brume, une vuvuzela ou des trompettes pour le réveiller, ça veut dire que notre dormeur en écrase sévère en sommeil du plus profond. Donc, pour faire simple, mis bout à bout, sur une nuit complète, le sommeil profond occupe environ, je vais prendre des grosses cases, environ 25% de notre temps. Et le sommeil léger, donc y compris l'endormissement, occupe 50% de notre sommeil total. Donc 25 plus 50, ça ne fait pas 100. Et il reste un dernier état de sommeil, donc qu'on vient de parler, qui occupe environ les 25% restants. Cet état, donc, c'est le sommeil paradoxal. C'est un état où on est endormi, mais avec un électroencéphalogramme comme si on était éveillé. En fait, tout notre corps est endormi, mais on y mesure le fameux rythme bêta, où on tapote tout sur l'eau vite, à 60 Hz, à 60 petites vagues par seconde. Genre, tu dors toujours, mais pas ton cerveau. Le cerveau, lui, est en plein éveil, comme s'il était concentré sur quelque chose. Donc c'est ça le fameux dit sommeil paradoxal. Paradoxal parce que tu dors, mais pas ton cerveau. Et si vous vous réveillez à ce moment-là, la plupart du temps, c'est ça qu'on dit quand on dit qu'on rêve, on est déçu en se disant mais pourquoi je suis réveillé là? J'étais en plein scénario de western dans l'espace pour défendre nos amis les plantes des vampires suceurs de chlorophylle. En vrai. Donc oui, c'est à ce moment-là qu'on rêve le plus souvent. Comme si notre cerveau simulait sa petite vie tranquille sans nous en fait. Tout seul, sans que notre corps, notre conscience soit là. Au point d'activer les aires sensorielles et même les aires motrices cérébrales. Genre mon cerveau, en sommeil paradoxal, peut activer les fonctions motrices pour sprinter à 100 mètres tout en nageant. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça sans activer les muscles, bien sûr. Sans activer les muscles de mon corps, car mon corps est en mode bloqué. On appelle ça l'atonie musculaire. Bah oui. Vous imaginez, vous, si votre corps se mettait à bouger alors que vous êtes complètement déconnecté de la réalité, là? D'ailleurs... C'est pas le somnambulisme, ça, d'ailleurs? Eh ben, j'y viens. Si c'est le cas, si la motricité de notre corps est débloquée pendant le sommeil paradoxal, ça ne s'appelle pas le somnambulisme. On appelle ça plus un trouble comportemental au sommeil paradoxal. Enfin, c'est une pathologie très, très, très rare. Le somnambulisme, lui, c'est une parasomnie bien plus connue, qu'on peut rencontrer souvent chez les enfants d'ailleurs, et se déroule durant, lui, le sommeil lent, ou avec les ondes très lentes et les grosses vagues. Donc pas pendant le sommeil paradoxal. Ou durant ce stade, donc, on est en totale atonie musculaire. Le sommeil paradoxal, c'est bloqué, la moteur bloquée. Le corps, il bouge plus. Toutefois, donc, pour être plus précis, par exemple, pour être plus précis sur le sommeil paradoxal, en réalité, pas toute la motricité n'est bloquée. On a toujours les yeux qui bougent, en fait, par de rapides mouvements. C'est le fameux rapid eye movement, qu'on appelle ça en anglais. C'est d'ailleurs un très bel indicateur du sommeil paradoxal. Alors que nos yeux ne bougent pas pendant le sommeil lent, avec les ondes lentes du sommeil profond, durant le sommeil paradoxal, c'est la boîte de nuit sous nos paupières, en fait. Voilà, donc le décompte est terminé. On a fait tous nos niveaux d'éveil, là. On a fait donc de l'éveil au sommeil, hyperexcitation,
éveil attentif, éveil diffus, endormissement et sommeil léger, sommeil profond avec les ondes lentes et le sommeil paradoxal, qui est paradoxal parce que notre corps et nous-mêmes, notre conscience est endormie, mais notre cerveau fait sa vie de son côté comme s'il était en plein éveil. L'état hypnotique, lui, est tout aussi naturel que tous ces niveaux d'éveil. Ils peuvent partir, revenir, s'enchaîner ou faire des boucles entre eux. Et plus particulièrement durant le sommeil, où il y a l'idée de cycle en fait. Un cycle qui dure en moyenne entre 90 et 110 minutes. Et se reproduit, on va dire 4 ou 5 fois au cours de la nuit. Le tout peut être dessiné sur une feuille en fait. Et en fait, sur une feuille ou plus le sommeil prouve... Ouais, le tout peut être dessiné sur une feuille qu'on appelle un hypnogramme, où plus le sommeil est profond, plus on descend en profondeur sur le graphique. J'ai une question, c'est pourquoi est-ce que les ondes s'appellent comme ça? Parce que s'ils les ont découvertes dans le désordre, parce que ça commence par... Les ondes alpha, delta, machin. Ouais. À mon avis, t'as l'archiviste. Là, t'as Johan qui est un petit peu en panique. Là, c'est pas dans le bon ordre. Non, je vais chez ma petite Christ. J'avais mis une image dans le back-end d'ailleurs qui résumait un peu tout ça, tout ce qui est bêta, alpha, theta. Mais ouais, à mon avis, ça doit être en lien avec l'ordre des découvertes. Parce qu'on a aussi une onde gamma aussi qu'on a décrit aussi assez récemment. Enfin récemment, ça fait quand même plusieurs années. Parce que là, on a bêta, alpha, delta et le theta est entre les deux, qui a un peu... J'ai même pas remarqué qu'il manquait une lettre en plus. Ouais, qui a un peu une onde un peu bâtarde entre les deux en gros. Je vais te dire, ça me gêne. Ouais. En fait, ça suit l'historique de la science, la découverte. Mais oui, moi aussi, ça me gênait quand j'ai appris ça. Ça va aller, Johan. Repense à tes étoiles. Qui sont pas arrangées d'ailleurs. Ah, j'avoue. Alpha du centaure, A, B, A, A, E. Non. Arrête de se moquer. Ah, il y en a qui ont suivi. Hein. Donc, j'étais au niveau du sommeil. Donc, durant le sommeil, on distingue plusieurs cycles. Hein. Dans un cycle, chaque niveau du sommeil n'est cependant pas représenté de manière régulière et équilibrée. En fait, si on partageait les proportions de tous ces niveaux de sommeil sur un camembert, chacun ne prendrait pas des morceaux égaux. Plus complexe encore, en fait, les proportions varient en fonction du nombre de cycles précédés et en fonction aussi de l'âge. En fait, ce que je veux juste souligner là, hein, c'est juste que le sommeil n'est pas un bloc complet, unique, où on fait dodo. Ça évolue avec le temps. Au sein même d'une nuit, le sorte de cycle irrégulier alterne entre un sommeil lent, donc celui avec des ondes lentes et les grosses vagues lentes, et un sommeil paradoxal, où le cerveau fait des bonds comme s'il était éveillé. Des fois, il y a même des réveils ponctuels. Et tout ça, donc, parmi le cycle du sommeil. Ça veut dire que, durant la nuit où l'on pense dormir que d'un seul bloc, et qu'on appelle le sommeil pour le cerveau, lui, il ne dort pas tout le temps. Petit 1, des fois, il fait sa vie tout seul dans son coin. Le petit marsouin. Alors qu'on est toujours en plein sommeil paradoxal. Petit 2, et des fois, on est carrément éveillé de manière ponctuelle durant le sommeil, mais on s'en souvient même pas. C'est des micro-éveils durant notre sommeil. Et c'est tout à fait normal. Il y a même certains neurobiologistes qui affirment que se réveiller 10 fois par nuit est de la qualité d'un bon dormeur. Tout le monde se réveille durant la nuit. Même toi, même vous, même moi. Mais vous en souvenez, vous, de ces micro-réveils? Moi, la plupart du temps, non, en tout cas. Moi, j'habite en face d'un hôpital, donc oui, je sais qu'il y a des ambulances qui passent. Je m'en rappelle. Et moi, cette nuit, il fallait que je me mouche assez régulièrement. Donc, ouais, je voyais, parce que sinon, après, il y avait de la morphe qui coulait. Donc ah ouais, un peu dégueulasse. T'avais une action motrice qui était demandée aussi après derrière. Ouais, et du coup, je regardais l'heure pour me dire, ah bah putain, j'ai encore 2 heures à subir ça. Et ben moi, j'ai une montre de sport qui, en fait, enregistre mon sommeil. Alors, je crois que ça se base sur les mouvements. Et je suis en train de regarder les petits graphiques des nuits précédentes. J'ai des phases sommeil profond. Des petites phases de réveil, là par exemple, le 26 septembre, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, quand même. Et j'en ai en moyenne à peu près ça, toujours 6 phases de réveil. Et la nuit dernière, elle est sortie, elle a fait un jogging carrément. Voilà, j'ai couru autour de chez moi, non, et j'ai des phases de sommeil profond et des phases de sommeil plus léger. Voilà, alors je sais pas comment ça fonctionne, je crois que ça se base sur la fréquence cardiaque aussi. Ouais, ça, sûrement, oui. La physiologie, presque toutes les caractéristiques physiologiques sont assez liées avec le sommeil, on peut le voir direct facilement. Donc, et donc, ce que tu dis, c'est qu'en état d'hypnose, on aurait ces cycles similaires, ça? Non, là, ce que je veux souligner, c'est les micro-réveils, justement. Donc, Alexa, tu disais que tu avais beaucoup de micro-réveils. Est-ce que tu t'en souviens, toi, consciemment?
Non, je m'en souviens pas. Voilà, je pense, non, je pense, globalement, la plupart du temps, je pense pas. Donc ça veut dire que du coup, on peut être éveillé, mais sans être conscient de l'être. C'est là d'où je veux en venir. Comme c'est sans être conscient ou sans souvenir de l'être? Ouais. Ah. Est-ce que tu vois une différence? Oui, parce que en prenant des états, moi ça arrive, ça m'est arrivé d'avoir des états où tu es conscient sur le moment mais tu t'en souviens plus le lendemain. Voilà. On parle toujours de. Je mettrais une différence entre Ouais, moi conscient aussi, et tu sans vois, par souvenir. exemple, il y a des fois où j'ai fait cours et je m'en souviens pas, mais je pense que j'étais conscient devant mes étudiants, tu vois, donc Mais tout ça pour dire que on a bien la conscience qui est liée à un état qu'on arrive à mettre des mots dessus, qu'on arrive à s'en souvenir, qu'on arrive à avoir une certaine mémoire sémantique dessus. Il y a un lien entre les deux. Ah, bref. Ah, donc quand on s'en souvient absolument pas, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'on était conscient, c'est ça? Ça veut dire que je fais beaucoup d'heures de travail en n'étant pas consciente. Non, en fait, là, tout ce que je veux souligner, c'est qu'on peut être éveillé sans être conscient de l'être. Parce que si micro-réveil, à moins que ce soit une forte ambulance qui passe à côté de chez toi, ou alors que tu as envie de te moucher, donc faut que tu bouges, faut que tu cherches un mouchoir, faut que tu souffles dans le machin, etc. Normalement, t'es pas trop conscient durant ces moments-là. T'es tellement fatigué que tu te rendors assez rapidement. Mais ça a été documenté, justement, on était capable de voir la différence par rapport à ces phases d'éveil, genre pseudo-éveil, par rapport à du vrai éveil tel que tu nous l'as décrit tout à l'heure. Alors, j'y viens tout doucement. Ok. Je suis désolé, t'inquiète. je te spoil complètement tout. Donc oui, on peut être éveillé sans être conscient de l'être, et inversement, on peut être endormi tout en étant conscient de l'être. Jusque-là, est-ce que ça vous plaît? Je crois qu'on avait fait une émission avec Xil sur les rêves lucides. Les rêves lucides? Ah bah, c'est une forme d'hypnose presque. Ouais. Ah, d'accord. Donc, le fait d'être endormi tout en étant conscient de l'être, comme les rêves lucides, c'est un peu le cas pour l'hypnose. Si on mesure l'activité électrique cérébrale de surface de quelqu'un hypnotisé, c'est comme s'il était endormi. Donc, on observe des ondes alpha, voire les amples et lentes ondes θ du sommeil profond, mais tout en étant conscient. Donc, ça veut dire que on a bien l'idée que notre corps dort, mais nous, on est conscient. Il y a un truc dissonant là-dedans. Donc, pour mieux comprendre le phénomène, on doit donc introduire une sorte de nouvelle variable, un truc bizarre, une nouvelle caractéristique de notre état, qu'on pourrait appeler le niveau de conscience. Parce que jusque-là, on a décrit tous les niveaux d'éveil, donc de l'éveil au sommeil, et là, on introduirait donc une sorte de nouvelle caractéristique qu'on appellerait le niveau de conscience, qui ne se supposerait pas immédiatement au niveau d'éveil. Donc, si je recommence mes analogies des niveaux d'éveil, en intégrant petit à petit cette nouvelle variable, qui est le niveau de conscience, alors d'abord, j'insiste sur ce point, parce que c'est vraiment ma transition pour vous parler d'hypnose, et mieux définir ce que c'est. Donc, on va reprendre toutes les analogies avec l'océan. Donc, ça va voir, hein. On va se détendre. Je peux juste arrêter parce qu'il y a un témoignage qui va parfaitement dedans. Il y a Juliette qui vient rejoindre la chatroom et qui dit qu'elle nous écoute en s'endormant et qui du coup elle a des moments de réveil pendant la nuit où elle nous entend nous et donc elle se souvient de certains passages. C'est rigolo ça. Elle dit, ça me fait des assez rêves méta, bizarres où j'ai l'impression de comprendre des concepts scientifiques. C'est en état de transe qu'on apprend beaucoup de choses. Quand on apprend beaucoup de choses surréalistes, qu'on associe des trucs assez bizarres, on se dit, en fait, c'est tout simple. Donc là, je vais juste recommencer nos analogies depuis le début, pour reprendre tout depuis le début, mais en intégrant petit à petit la nouvelle caractéristique, ce que j'appelle le niveau de conscience. Donc, petit à petit. Donc, imaginez la scène, détendez-vous, et imaginez une étendue d'eau illimitée. C'est l'océan. Vous voyez la surface de l'eau du dessus, comme si vous étiez en vision d'hélicoptère. Du ciel, vous observez cet océan qui représente à vous-même, en fait, votre état actuel, qu'il soit neuronal ou émotionnel. Peu importe. C'est une représentation de votre état interne. De là-haut, en hélicoptère, vous êtes l'observateur extérieur de vous-même. Par analogie, c'est l'EEG, l'électroencéphalogramme, qui scanne la surface de l'océan neuronal. Un océan de micro-vaguelettes chaotiques, c'est que vous êtes en état d'éveil. Un océan faisant de grosses vagues synchronisées,
c'est que vous êtes en état de sommeil lent. Ça, c'est pour mesurer de l'extérieur. La première analogie avec le EG donc. Mais si l'océan vous représente vous, votre propre état interne, vous n'êtes pas un hélicoptère extérieur au phénomène donc. Vous êtes l'océan lui-même. Vous baignez dedans. Une deuxième analogie pour représenter les niveaux d'éveil donc, est l'analogie des profondeurs, du baigneur que vous êtes parmi l'océan. Vous n'êtes plus un hélicoptère extérieur, vous êtes cette fois-ci un baigneur. À la surface de l'océan, vous êtes éveillé, et plus vous coulez, plus vous vous endormez en profondeur. Le sommeil profond serait alors aux profondeurs de l'océan. Jusque-là, ça va l'analogie ? Ouais. Oui. Et ensuite, on va une dernière fois compléter cette analogie en rajoutant la nouvelle dimension, la nouvelle variable pour vous faire comprendre ce que j'appelle le niveau de conscience et en quoi elle est différente du niveau d'éveil. Donc, en plus du niveau d'éveil qu'on a détaillé jusque-là, j'y ajoute cette nouvelle variable. Cette nouvelle dimension à prendre en compte, c'est si nous, en tant que plongeurs, avons notre lampe frontale allumée. Plus notre lampe frontale éclaire l'océan, plus nous sommes conscients de ce qui se passe devant. Autrement dit, ce qui est éclairé est ce dont on est conscient. Et tout ce qui n'est pas éclairé est ce dont on est inconscient. Comme les phares d'une voiture en pleine nuit, si vous voulez. On ne voit que devant soi. Le reste, on n'en a aucune idée. Pour quitter l'analogie maintenant et translater ça dans le monde réel, avoir un niveau de conscience nul, c'est-à-dire de 0, on n'a aucune conscience, être totalement inconscient, c'est-à-dire que la lampe frontale est éteinte. Ça équivaut au sommeil profond. Au sommeil profond, on est totalement inconscient. Mais alors attends, pour que ça marche, on est d'accord que là, on est dans l'océan, il fait nuit. Hein. Ouais, il fait totalement noir. Donc, c'est très important. Ouais, donc lorsque vous êtes tout au fond de l'eau, dans le noir, et que l'océan vous berce de ses ondes lentes, c'est à ce moment-là que vous êtes au sommeil profond et que votre niveau d'éveil, en fait, est au plus bas. Et aussi que votre niveau de conscience est au plus bas. Donc que vous n'y voyez rien, que vous êtes totalement inconscient. Encore une fois, oui. J'ai dit ok, je te suis. Okay. J'essaie de te suivre. Encore une fois, même à un niveau de conscience et à un niveau d'éveil au plus bas, les signaux cérébraux ne sont toutefois pas plats. Sinon, c'est la mort cérébrale. Au repos, le cerveau est toujours actif, même au plus bas et au sommeil le plus profond possible. Et même davantage dans certaines régions cérébrales par rapport à si on était actif même. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on éteignait la télévision en fait. Le bouton veille de votre écran s'allume. T'as l'écran qui s'éteint, mais t'as le bouton veille qui s'allume. T'as un autre réseau qui s'allume en état de repos. Ce réseau neuronal est justement appelé le mode par défaut. C'est le fameux bouton veille où on s'isole de notre environnement pour se centrer sur une sorte d'introspection en gros. Donc ça, c'est l'activité, on va dire, électrique minimum qui est assurée par un réseau neuronal, quoi qu'il arrive, quoi, ça. Voilà. Et quand donc si j'ai bien suivi ton analogie, c'est la surface de l'eau, ce qui se passe à la surface de l'eau. Alors justement, non, c'est au plus bas. C'est quand on est au plus profond de soi, quand on est au mode passif le plus possible. Et bon, j'y viens donc, pour tous les états proches du coma, d'accord, et on ne sait pas trop si la personne est consciente justement, vérifier l'activité de ces zones cérébrales, donc du réseau par défaut, permet de trancher si la personne retrouvera justement un bon niveau de conscience à la sortie du coma par exemple. Donc c'est vraiment un mode qui est par défaut, qui est même au niveau du coma le plus profond. S'il n'est pas là, ça veut dire que si la personne se réveille après son coma, il va peut-être pas être très conscient. Ça va ? Donc, ce que je vous écris là ne sort pas de nulle part. C'est pas moi qui l'invente. Cette distinction entre niveau de conscience et niveau d'éveil est notamment développée par les équipes de chercheurs belges de l'Université de Liège autour du neurologue Steven Lorais et de la médecin anesthésiste Marie-Elisabeth Fémonville. La plupart du temps, niveau d'éveil et niveau de conscience semblent aller de pair, de manière linéaire. C'est-à-dire que si l'un est allumé, l'autre aussi. Et si l'un s'éteint, l'autre aussi. Malgré tout, certains états sortent de cette linéarité, où niveau d'éveil et niveau de conscience ne semblent pas se superposer, comme lors de l'hypnose, justement. C'est pourquoi on devrait peut-être les séparer pour mieux comprendre et expliquer le phénomène.
Donc ces états qui sortent de cette linéarité où niveau de conscience et niveau d'éveil ne semblent pas se superposer, donc qu'ils soient linéaires, il y en a deux, telles deux variables qu'on peut combiner. Première situation, on peut être inconscient alors que notre corps est tout à fait éveillé. Donc niveau de conscience égale minimum, mais niveau d'éveil égale maximum. C'est le cas notamment des personnes en état végétatif et des personnes en état de conscience minimale. Ce sont deux faibles niveaux de conscience, mais avec un niveau d'éveil élevé. En gros, le corps est là, il est réveillé, il a même des cycles de sommeil et d'éveil, mais le regard de la personne semble totalement perdu dans le vide. On est complètement bourré là. Être bourré, c'est être en transe également. C'est-à-dire, il y a une histoire de transe aussi. Mais ouais, être le regard dans le vide, si je te vois ça, faut que je l'ai mis. C'est ça m'a évoqué ça tout de suite. Ainsi, donc, on peut être plus ou moins conscient tout en étant éveillé. Qu'on soit bourré, dans le coma ou en transe hypnotique, peu importe. Pensez à nos micro-réveils aussi pendant le sommeil. Ça se passe quasiment chaque nuit et pourtant on en est totalement inconscient. Et à l'extrême, on a par exemple le somnambulisme. Le corps est là, il bouge, tout seul, mais il n'y a personne dedans pour en être conscient. Genre, t'as tout ton propre corps qui fait sa petite vie tout seul, sans qu'on en soit aux commandes. Tout ça, ce sont des exemples qui appuient cette théorie des deux variables bien séparées, entre, d'un côté, un niveau d'éveil biologique du système nerveux prêt à réagir à un stimulus, et de l'autre, un niveau de conscience, si on est conscient d'être là, une conscience de soi, en se représentant clairement de ce qui se passe autour de nous et au sein de nous. Seconde situation, parce qu'on a vu d'abord que niveau de conscience égale minimum, mais niveau d'éveil égale maximum, donc c'est-à-dire le somnambulisme. Et la seconde situation, on peut être conscient alors que notre corps dort encore. Être conscient de dormir. Si on veut, c'est l'opposé du somnambule. Donc, niveau de conscience égale maximum et niveau d'éveil égale minimum. C'est le cas dans de nombreuses expériences subjectives qu'on regroupe sous la fameuse expression très vague d'état modifié de conscience. Donc là-dedans, on a la méditation, l'hypnose, les rêves lucides, les transes chamaniques, les expériences de mort imminente. Dans un certain sens aussi, on a les hallucinations, les expériences psychédéliques sous l'influence d'une substance, donc l'alcool, toute drogue, etc. On aura même un shoot à l'hormone, genre l'extase, l'orgasme, et même sûrement d'autres expériences mystiques et subjectives dont j'ignore l'expérience. Tout ça, c'est l'ordre d'état modifié de conscience, donc presque des trans, si on veut. Et donc j'y viens, sous hypnose, c'est vraiment ce qu'on observe objectivement. Une fois hypnotisé, l'EEG, donc je reviens l'électroencéphalogramme qui mesure l'océan électrique à la surface de notre crâne, dessine des ondes alpha en transe légère. Pour rappel, cela équivaut à l'éveil diffus, donc comme si on était réveillé vite fait, où nos pensées partent ailleurs et que nous sommes dans la lune. C'est-à-dire que nous sommes totalement détendus et relaxés. C'est un état de rêverie, mais toujours éveillé. Ici, on approfondit la transe, c'est-à-dire en endormant notre niveau d'éveil. On reste alors conscient, mais avec un corps endormi, et un cerveau qui produit des ondes lentes, des ondes θ indicatrices d'un sommeil profond. L'état hypnotique serait donc bien équivalent à être endormi, mais tout en étant conscient. Même pour le définir, le Larousse sépare le niveau de conscience du niveau d'éveil. Sur le larousse.fr, l'hypnose est un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil. Ok. Donc, comme rapidement évoqué au début, on différencie plusieurs types d'hypnose. L'hypnose pour se divertir, telle l'hypnose de spectacle, et l'hypnose médicale et thérapeutique, qui ont pour objectif le bien-être de la personne. On appelle hypnose médicale l'hypnose pour gérer les moments stressants en milieu hospitalier surtout, pour anesthésier sous hypnose une partie du corps ou simplement diriger l'attention de la personne vers quelque chose d'autre que la douleur. Une hypnose pratiquée par les anesthésistes notamment. Donc là, je vais parler un peu plus de l'hypnose, sauf si vous avez des questions ou des remarques sur le sommeil ou tout ce que je viens de détailler entre niveau d'éveil, niveau de conscience, etc. Alors, je continue. Donc, je vais commencer par parler de l'hypnose médicale. Certains appellent ça l'hypnosédation, parce que c'est souvent utilisé pour anesthésier une partie du corps ou alors diriger l'attention au-delà de la douleur.
Donc l'objectif est très simple, hein, c'est de donc diminuer en intensité la propre perception de la douleur de la personne, en l'invitant donc à ne plus se focaliser dessus, mais à voyager ailleurs et diluer cette douleur parmi ses autres sensations physiques et émotionnelles. Ainsi, à travers l'hypnose, on ne lutte pas contre la douleur. On tend en fait en quelque sorte à l'accepter et se dire qu'elle est là, mais on s'en fout. Mais c'est assez étrange parce que si on nous fait la même chose pendant le sommeil, on s'en aperçoit. Donc c'est quand même un état qui est pas exactement comme le sommeil, non? Enfin, si on commence à nous opérer de la dent pendant le sommeil, ça va faire, on va se réveiller très vite. Ouais, l'hypnose, c'est vraiment un état mixte entre les deux, en fait. T'as le corps qui est endormi, mais t'es toujours conscient. Alors qu'en état de sommeil, souvent, tu as les deux qui sont linéaires. Plus tu t'endors dans ton sommeil, plus ton corps, donc ton niveau d'éveil est bas, et plus ton niveau de conscience est bas. C'est linéaire. Mais en état d'hypnose, c'est pas linéaire du tout. T'as ton niveau corporel, donc ton niveau d'éveil, pardon, qui est endormi, mais ton niveau de conscience est éveillé. Et c'est ce qu'on essaye à faire durant les anesthésies, par exemple. On essaye d'endormir le corps en essayant d'envoyer la conscience à imaginer ailleurs un peu quelque chose, des petites histoires, des trucs comme ça. Donc en gros, si on résume très grossièrement et de manière très vulgarisée, la hypnose, c'est pas lutter contre la douleur, c'est l'accepter et se dire qu'elle est là, mais on s'en fout, on va penser à autre chose. Donc en énonçant ça comme ça, on pourrait se dire, bon, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Hein. Et pourtant, c'est vraiment le principe. Hein. L'hypnothérapeute invite la personne à se perdre dans son imaginaire, vers un endroit où il se sent en sécurité pour contrer l'anxiété, contrer la douleur, la perception de la douleur plutôt. On peut ainsi inviter la personne à se projeter dans le futur, par exemple. Que fera-t-elle une fois la chirurgie passée? Que fera-t-elle une fois la douleur diminuée? Ça permet aussi de rompre face au fatalisme d'une douleur insoutenable et proposer l'espoir qu'on puisse la surpasser. La régulation du stress et de la douleur est l'élément le plus scientifiquement établi de ce que peut apporter l'hypnose, la pratique. Grâce à elle, on peut tout à fait diminuer une douleur au point qu'elle soit perdue au milieu d'autres sensations, quitte même à l'oublier si on est complètement absorbé par un film, par exemple, par Dune, par un Marvel, par une histoire ou par une imagination contée par un hypnothérapeute. Mais comment on fait pour justement diminuer la douleur de voir le film Dune? C'est ça qu'on dit pas. Ah, t'as vraiment eu de la douleur en regardant Dune? Non, je troll. C'est quand même une belle histoire. Moi, j'ai ressenti une douleur quand même à la fin. C'est à la fin du Dune, je me suis dit, c'est déjà fini. J'ai ressenti juste ces douleurs-là. Alors, attends, parce que moi, j'ai une question purement qui vient de mon diplôme d'expérimentation animale où on me disait que quand on endormait, par exemple, les animaux pour des opérations, on était obligé de leur mettre donc un barbiturique pour les endormir, mais aussi un antidouleur parce que si on n'endormait pas la douleur pendant qu'on endormait les animaux, au réveil, le fait que les circuits de la douleur étaient activés à mort pouvait les tuer. Je te dis ça date d'il y a 10 ans. Hein. Donc c'est possible parce qu'il y a des updates depuis. Mais du coup, je me demandais, est-ce que ça veut dire que si tu fais de l'hypnose pour réguler la douleur, est-ce que tu règles aussi les circuits de la douleur ou... Enfin, tu vois. Est-ce que tu sais à quel niveau ça agit et comment les deux interagissent entre eux, en fait? J'y viens tout doucement. Ok. Mais oui, il y a quand même... ça, c'est... Au niveau de la douleur, c'est ce qui a le scientifiquement vraiment bien établi l'hypnose. C'est pour ça que j'en parle en premier. Et même, à l'inverse, au lieu de diminuer ou de supprimer la douleur, on peut même l'accentuer. Voire même en créer une imaginaire, en fait, telle une hallucination. Que l'hypnose puisse créer ou atténuer une douleur, donc même chronique. Hein. C'est aujourd'hui, donc, comme je dis, très solide et difficile à remettre en question. D'accord. Et du coup, comment on mesure cette douleur? C'est quoi le protocole qui permet de mesurer la douleur des patients qu'on hypnotise? Parce que ça veut rien dire sinon. Alors, soit on demande tout bêtement aux patients sur une échelle de 0 à 10 ou un truc comme ça, quoi. Il y a des échelles qui existent. Hein. Soit on le fout dans un IRM et on regarde les réseaux neuronaux de la douleur. Et ce qu'on remarque vraiment, c'est qu'il y a une baisse d'intensité de tous les réseaux, de toutes les aires cérébrales qui participent au réseau de la douleur. Ouais, ok. Donc au niveau subjectif, ce que rapportent les personnes hypnotisées, justement, au niveau
neuronal, c'est quelque chose déjà de bien établi. Au niveau neuronal aussi, donc comme j'ai dit, même avec une imagerie cérébrale toute bête, hein, donc on sait par exemple, moi je vais citer juste une j'ai pas voulu citer aujourd'hui de neuropsychologie des aires motrices ou des aires cérébrales, mais par exemple, tout le réseau de la douleur est éteint, dont le cortex singulaire antérieur, qui est totalement, carrément déconnecté en fait de tout ce réseau. Alors que normalement, c'est un des piliers du réseau de la douleur. Et donc, au niveau de la science, donc on a des données solides au niveau subjectif, donc au niveau neuronal avec les imageries cérébrales, mais aussi au niveau physiologique, où en état de transe, c'est le système nerveux parasympathique qui est dominant. Donc c'est la partie du système nerveux qui apaise le corps, avec par exemple une baisse du rythme respiratoire et du rythme cardiaque, ou une plus forte salivation, et on a tendance à davantage déglutir. Ainsi, si vous vous doutiez encore que l'hypnose ne soit qu'une illusion, ou la simple imagerie mentale, de la simple pensée ou de l'imagination, détrompez-vous. Sous hypnose, on ne pense pas seulement à les situations, on les vit davantage carrément, au plus profond de notre corps. Ça fait un certain temps qu'on le sait, hein, que l'hypnose est bien un état de conscience unique et indépendant. Depuis plus d'un siècle, à vrai dire, depuis les travaux même de l'époque de Pierre Janet, hein, pendant le 19e siècle. Aujourd'hui, donc, on objective bien donc tout ça, un réseau neuronal, des expressions physiologiques et une expérience subjective bien à part du sommeil et de l'éveil. L'hypnose, c'est bien quelque chose de différent. Donc ainsi, on sait que l'hypnose a bien et bien un effet positif sur les douleurs aiguës, chroniques, et même les troubles de l'humeur, donc stress, anxiété, dépression, etc. Et pas qu'un peu, hein, jusqu'à 79% d'amélioration pour l'anxiété, par exemple. Donc de plus, dans le cadre d'anesthésie, l'hypnose permet de réduire la quantité de médicaments ingérés. Donc, je dis bien que ça réduit la quantité de médicaments ingérés. C'est-à-dire qu'il y a toujours les médicaments qui sont là quand même. Mais encore, les risques liés à l'hypnose sont très limités, car non invasifs et sans effet secondaire. En bref, une simple formation sur les mots et suggestions à dire dans une relation avec un patient, durant une relation thérapeutique comme on dit, est bénéfique. Mais, parce que là on se concentre sur les aspects positifs d'une hypnose, hein, mais, ce n'est pas une méthode miracle non plus. Hein. Une hypnose ne guérit pas. L'hypnose ne guérit pas. Elle permet de diminuer la quantité de médicaments ou de modifier la perception de la douleur, mais jamais l'hypnose ne guérit. L'hypnose accompagne. Et c'est tout. En tout cas, à l'heure actuelle, des données scientifiques sur l'intérêt de la pratique. Alors, quand on parle d'hypnothérapie, moi, perso, ça m'embête. Car qui dit thérapie dit soin, ou l'idée de vouloir guérir, en fait. C'est pourquoi les institutions les plus prudentes, au lieu de parler d'hypnothérapie, préfèrent parler d'hypnose d'accompagnement. Par exemple, il y a pour l'instant peu de raisons scientifiques de croire que l'hypnothérapie ou l'hypnose d'accompagnement puisse guérir les addictions ou tout ce qui est changement de comportement habituel sur le long terme. Ce que pourtant mettent en avant les hypnothérapeutes cliniciens en pratique, comme le fait d'arrêter de fumer par exemple. C'est un grand des arguments des hypnothérapeutes. Alors je ne dis pas que cela puisse être possible. Je dis juste qu'en l'état actuel de la recherche scientifique, on ne peut pas le dire que ce soit réellement le cas, que ce soit grossièrement prouvé scientifiquement. Malgré tout, les pratiques cliniques de l'hypnose sont si développées qu'elles s'étalent sur plusieurs domaines et s'extrapolent à d'autres troubles et maladies, même les plus extravagantes. Une pratique toutefois variée, même au point qu'on en sépare plusieurs types. Grossièrement, je vais résumer en deux grandes approches cliniques. On différencie par exemple l'hypnose directe, qui est typique du 19e siècle, où le thérapeute donne presque des ordres en imposant des suggestions. Donc en disant vous allez fermer les yeux, vous vous sentez bien, jusque des ordres presque de l'impératif. Ou une autre pratique donc, qui est plus actuelle, qui est l'hypnose qu'on appelle indirecte ou métaphorique, telle l'hypnose ericksonienne de Milton Erickson, donc un des grands pionniers de l'hypnose actuelle, qui est plus humaniste et basée sur les ressources et l'imaginaire de la personne en elle-même. Donc on n'impose pas des suggestions, on l'invite à imaginer des choses par rapport à ses propres ressources, par rapport à ses propres images. Oui. Au début, tu parlais du lien entre, par rapport sur les semaines d'éveil, donc le lien entre souvenir, conscience et souvenir. Est-ce que l'hypnose, est-ce qu'on s'en souvient jamais ? Est-ce qu'on s'en souvient tout le temps ? Est-ce qu'on se souvient parfois ?
Alors, ça dépend de la profondeur. Normalement, on s'en souvient tout le temps. D'accord. Mais si on est très, très, très détendu, c'est pareil comme les micro-réveils pendant le sommeil, en fait. On est tellement détendu, tellement relaxé, ça va pas être encodé dans notre cerveau, en fait. On va pas s'en souvenir. Mais normalement, si c'est une hypnose qui est faite pour, par exemple, les troubles de l'humeur, pour éviter, par exemple, une trop forte anxiété, ou etc. Normalement, on va pas trop en profondeur, donc normalement, on s'en souvient tout le temps. T'as donné quoi comme exemple, là, excuse-moi ? Là, c'était quoi, quel type d'hypnose tu donnais ? Alors, les 2 hypnoses que je disais, ouais, l'hypnose directe et l'hypnose... Non, juste à l'instant, tu donnais des exemples, je pense que j'étais à moitié conscient. Non, mais par exemple, l'hypnose est très efficace pour les troubles de l'humeur. Donc, tout ce qui est anxiété, ah oui, c'est ça, dépression, etc. Et ben, il y a Cerveau sur Passe qui demande, je sais pas si c'est lié à ce que tu viens de dire, mais est-ce que lorsqu'on te met sous hypnose, on peut apprendre un truc utile, genre apprendre une chanson, etc. Genre te transmettre une information que tu vas ensuite être capable de refournir. Ouais. Alors, c'est ce que pensent les hypnothérapeutes. En gros, sous hypnose, comme tu endors ton corps, c'est comme si tu endormais ta part d'esprit critique, en gros. Je vais en parler un petit peu après. Et donc, tu serais au plus près de l'inconscient, en fait. Et tu serais plus facile à encoder des trucs dans ta mémoire. Après, tout ça, c'est pas encore bien scientifiquement établi. D'accord. On le pratique en clinique, mais scientifiquement, il y a encore pas mal de recherches à faire. Et donc en clinique, on l'utilise pour quoi ? C'est justement pour t'apprendre des trucs qui vont te diminuer ton anxiété ou des trucs comme ça ? Alors en clinique, souvent, on l'utilise pour être au plus près de ton inconscient et pour dire à ton inconscient qu'on va changer des comportements. Par exemple, pour quelqu'un qui aime fumer tout le temps, on peut lui dire, par exemple, que quand un truc drôle, tout con, c'est que quand tu vas prendre le paquet de cigarettes dans la main, ta main va devenir toute molle et le paquet de cigarettes va tomber. Et genre, ça va te demander beaucoup plus d'efforts de vouloir fumer. Alors, c'est un exemple tout con. Hein. Voilà. Et ça marche pour guérir les peurs aussi ? Les phobies, les choses comme ça ? Disent les hypnothérapeutes, tout ce qui est phobie, ouais. Mais le problème, c'est que scientifiquement, c'est pas prouvé encore. D'accord. Tout ça. En gros, c'est comme si tu avais accès à ton disque dur interne sous hypnose. J'aime bien l'analogie. Et tu pouvais l'encoder. Alors du coup, comme c'est pas très scientifiquement établi tout ça, sauf, donc j'insiste, pour les troubles de l'humeur et tout ce qui est douleur chronique et anesthésie, tout ça, ça marche super bien. Pourquoi on en parle de plus en plus de l'hypnose, si elle ne sert qu'aux troubles de l'humeur et tout ça ? Ce qui est déjà très bien, je le répète, pour que l'hypnose provoque. En fait, on s'intéresse de plus en plus à l'hypnose parce que l'hypnose provoque une transe. C'est-à-dire que même si l'hypnothérapeute, au bout du compte, par exemple, guérir cette addiction ou ces phobies, ça ne marche pas, durant la séance, tu ressens quand même quelque chose. Tu es en transe. Donc c'est pas que du vent, tu ressens quelque chose. Donc tu ressens une transe et un état modifié de conscience. Donc au-delà des effets bénéfiques que peuvent apporter la pratique, elle peut être finalement également tout simplement être ludique, juste pour l'expérience en gros. Bah oui. En fait, si on veut expérimenter un état de transe, perso, quitte à choisir entre l'alcool, la drogue ou autre substance, je préfère l'hypnose personnellement. D'autant plus que c'est un état rencontré quotidiennement, un état naturellement qu'on a déjà tous expérimenté et qu'on peut carrément soi-même tout seul l'enclencher. On appelle ça d'ailleurs l'auto-hypnose. Et certaines communautés plus jeunes, donc ce que Joanne m'a partagé, ils appellent ça aussi le shifting. Donc c'est à toi si tu veux en parler. Bah oui, en fait j'ai découvert ça c'est un des podcasts des Pieds sur Terre de cette semaine, je crois. Très bonne émission de France Culture que je vous encourage à écouter. Et donc ils interviewaient des ados shifteuses et qui donc c'est une communauté plutôt de femmes. Enfin je crois.
sur TikTok principalement, et qui se donne des conseils en fait pour arriver à se transporter dans ce qu'ils appellent une réalité désirée, très souvent du Harry Potter. Mais pas que, mais souvent du Harry Potter, donc vivre une aventure avec Harry Potter. Il y en a une qui raconte qu'elle a vécu un match de Quidditch, etc. Et du coup, j'étais un peu intrigué parce qu'en fait, les techniques me faisaient un peu penser à de ce que d'autres personnes m'avaient parlé d'auto-hypnose. Et donc, je voulais te poser la question, effectivement, est-ce que c'est de l'auto-hypnose ? Et pour moi, c'est exactement de l'auto-hypnose. Je me suis renseigné justement parce que je connaissais pas du tout, du coup. Et c'est vraiment. C'est qui le jeune ici ? C'est curieux. Je vois ça, t'es plus jeune que moi. Non, mais c'est vraiment curieux parce que c'est comme si les adolescents découvraient quelque chose qui paraissait un peu à la limite, presque dangereux, alors que c'est l'auto-hypnose, quelque chose qu'on rencontre, un état qu'on rencontre tous les jours en fait. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Enfin, donc du coup, il dit qu'il est jeune, mais il l'a écouté sur France Culture, donc ça, il faut se calmer. C'est vrai. Donc, pour terminer, si ça vous va, je sais pas, je suis à combien de temps ? Ah oui, 1 heure, ça va. Pour terminer, j'aimerais alors vous inviter à suivre une petite séance d'hypnose. Bon, en tout cas, je vais essayer parce que je suis pas formé non plus à ça. Enfin, et en tout cas aussi pour vous faire ressentir les étapes que les praticiens théorisent, les praticiens cliniciens, pour que vous puissiez reproduire peut-être cela vous-même, tout seul, en auto-hypnose donc. Car oui, même si souvent un hypnotiseur ou un hypnothérapeute ou un hypnologue, peu importe comment on l'appelle, on s'en fout, est toujours bon pour vous accompagner, c'est toujours vous, et seulement vous, et vous-même, qui acceptez de partir en transe. On se laisse volontairement partir en transe. Et n'oubliez pas, quel que soit le niveau de profondeur de votre transe, vous êtes toujours conscient de votre présence. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes en train de vous endormir, tout simplement. Ok, donc, en gros, quand on dit qu'on résiste à l'hypnose, c'est tout à fait possible. Et il y a des trucs et astuces où c'est vraiment quelque chose que instinctivement on sait faire pour justement éviter de rentrer en transe. Alors, j'y viens, il y a plusieurs types. En fait, pour entrer en transe, on appelle ça des inductions. D'accord. Il y a des sortes de petits rituels ou des petits inducteurs, en gros. Mais j'y viens, ouais. Mais c'est vrai que certaines personnes se disent pas hypnotisables, alors que normalement, toute personne est hypnotisable. C'est juste la façon de faire qui change. Par exemple, des personnes aimeront bien que ce soit très directif. Comme je disais, une sorte d'hypnose directe, genre presque à l'impératif. Vous vous sentez détendu. Je tiens vous allez fermer les yeux. Joanne a fait un signe de claquage de fouet, donc pour lui, très directif, c'est vraiment du BDSM. Donc ok, du hypnose BDSM, très bien. Quoi d'autre ? Ou alors quelque chose de plus métaphorique. Donc comme je disais, ce qu'on appelle une hypnose érectionnelle ou une hypnose indirecte, ou une hypnose métaphorique. Quelque chose qu'on va arriver, on va pas lui imposer la personne. On va lui penser par exemple à un ballon, et on va l'envoyer vers un autre paysage tout joli, tout rose, avec des éléphants et des licornes, ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, voilà, c'est l'idée, quoi. Donc, comme je l'ai dit, la première étape, c'est d'induire la transe hypnotique. Induire, c'est-à-dire l'amorcer, juste en installant la situation pour. Donc, au début, pour quelqu'un qui ne sait pas exactement c'est quoi être en transe, c'est assez long. Comme si on commençait à faire du vélo, si vous voulez. Mais plus on expérimentait, plus on connaît la meilleure technique, ou la meilleure horaire, voire la meilleure ambiance, ou la meilleure position qui fonctionne bien sur nous, pour arriver en transe en quelques secondes même. Donc je ne fais pas faire la liste de toutes les techniques d'induction possibles, imaginables. Je vais pas les détailler explicitement, ce qu'on peut faire à chaque étape. Je vais juste vous inviter à découvrir de manière scolaire presque quelque chose de rapidement. Donc lors d'une induction, on cherche à endormir notre corps encore une fois. Donc c'est-à-dire mettre notre niveau d'éveil au plus bas, mais tout en gardant notre niveau de conscience le plus élevé possible. Encore une fois, l'hypnose c'est dormir, mais tout en étant conscient. Donc ce qu'on cherche durant l'induction, on va chercher à éteindre notre corps, en gros, mais tout en gardant notre conscience présente. Donc, on va essayer de l'activer par l'imagination ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas qui est la technique. C'est Joanne qui est la technique ? Oui. Je t'ai envoyé dans Skype un petit lien YouTube avec de la musique, avec un petit tambour. Je le lance. Si c'est possible.
Donc actuellement, comme j'ai dit que la technique la plus répandue, c'est de fixer un point du regard. Tu peux le laisser. Actuellement, comme on est plutôt sur un média sonore, je vais vous inviter à suivre le rythme d'un tambour. Donc nous allons suivre un décompte de 10 pour descendre de 10 à 0. 10, focalisez-vous dessus, soyez absorbé par le rythme. Donc un rythme régulier. Rien de très intéressant, mais il est là, à faire vibrer votre tympan. Il peut varier, on pourrait dire presque, même comme j'ai dit, c'est chiant. Neuf. Donc si je vous laisse avec ce morceau-là, il dure un peu plus d'un quart d'heure, pendant quelques minutes, je suis sûr que vous pourriez vous endormir d'ennui. C'est un peu l'idée. Donc encore une fois, je cherche à endormir notre corps par un ronronnement toujours présent et un peu chiant sur lequel on se focalise intensément. Déjà, rien que de l'évoquer, vous vous sentez sûrement de plus en plus détendu et relaxé. Presque peut-être ennuyé. Le plus dur finalement, c'est de ne pas s'endormir et de rester conscient. Sept. Ça y est, vous commencez à vous laisser emporter. Imaginez à quelle force la personne tape sur la peau du tambour, la taille du tambour, s'il est petit ou grand, et s'il se tient à une main ou à la taille d'un humain. Si le percussionniste tape au milieu ou sur les bords. 6. Et puis le rythme, à quoi il vous fait penser? Une danse? Un paysage? Une fiction? Ou un lieu où vous vous sentez en sécurité? 5. Vous n'écoutez plus que ma voix, et surtout ce rythme de tambour tapé. Le monde extérieur est quasiment oublié. Focalisez-vous sur ce rythme. Soyez absorbés. Et les images évoquées. C'est un tambour chaman, de druide ou de sorcier, peu importe. Autour du feu, il ne servait pas qu'à danser en fait ce tambour. Le rythme du tambour régulier est surtout une méthode pour partir en transe et pouvoir voyager. 4. Focalisez-vous dessus, soyez absorbés. Est-ce un rythme équivalent à votre rythme cardiaque? Ou à vos rythmes respiratoires peut-être? 3. Et bien justement, concentrez-vous sur votre respiration. Se focaliser sur une composante physiologique provoque également un état hypnotique. En être conscient et la contrôler pour que sa respiration soit de plus en plus ample en gonflant le ventre. Et on inspire. Et on expire. Calmement. À vrai dire, à juste titre, pour l'information, l'inverse est également vrai. 2. On pourrait intuire un état de transe en augmentant consciemment ou exagérément son rythme de respiration. Et même carrément sans respirer du tout. En effet, faire de l'apnée serait aussi équivalent à un état modifié de conscience. 1. Vous voici déjà profondément ancré dans un état de transe, bientôt entré. Il y a des images, des sensations, des spasmes ou des pensées qui s'imposent que vous aimeriez, peut-être que vous aimeriez ignorer d'ailleurs. Tout cela, laissez-les juste défiler. Le long d'une rivière, au gré du vent, ou à un clic d'une diapo, comme vous voulez. Ne cherchez pas à les repousser.
juste acquiescer, puis laisser défiler. 0. Bienvenue en état de transe. Joanne, tu peux arrêter le temps si tu veux. Moi, je pense que Joanne est rentré en état de c'est pas chaud. Je veux pas capter. En petit montage, normalement, ça devrait rendre vachement mieux. Mais bon. Donc, normalement, bienvenue en état de transe. Et en état de transe, ce n'est pas quelque chose de caricatural, comme je l'ai dit au début de dossier. Quand on y est, c'est... quand on y est, c'est rarement spectaculaire, en fait. C'est seulement... En fait, quand on y est, on se rend pas compte qu'on est en transe ou en état motivé de conscience. C'est seulement une fois l'expérience terminée qu'on se rend compte du chemin expérimenté. Jusque-là, donc, toute l'induction et jusqu'à venir à un état de transe, la science a des données. Ce n'est qu'ensuite qu'il devient plus difficile d'objectiver, car tout est question d'expérience subjective. Une fois cette phase d'induction terminée, comment être certain d'expérimenter subjectivement un état modifié de conscience, un état de transe? Déjà, si vous vous focalisez à être détendu et relaxé, il n'y a pas de mal à passer un temps à penser à soi-même, hein. Passer du temps pour soi, être détendu et relaxé. Si vous voulez vraiment des signes d'être en état de transe, des indices, il y en aurait plusieurs qui pourraient vous l'indiquer. Personnellement, si je prends mon exemple, physiologiquement, déjà, je déglutis beaucoup plus en état de transe. Mon corps est relâché et j'ai les yeux qui bougent tout seuls en mode mouvement rapide comme en sommeil paradoxal. Ma respiration aussi peut éventuellement s'accélérer, faisant sa vie tout seul de son côté. Donc, comme je le disais, comme l'expérience d'une transe est totalement subjective, chacun ressentira chaque chose à sa façon, en fonction aussi de ce qu'il imagine, de ce qu'est être en transe, justement. La plupart du temps, c'est comme si on ressentait le monde différemment, peut-être de manière plus objective, ou peut-être trop objective d'ailleurs, au point que notre corps nous semble étranger. On parle alors de dépersonnalisation. Que notre corps soit étranger, on appelle ça la dépersonnalisation. Ou alors, même que la réalité tout entière et ce qui nous entoure nous semble irréel et étranger. On parle alors de déréalisation. Si tout ce que je viens d'évoquer ne vous parle pas, ne vous convainc pas, comparez cet état hypnotique à celui de l'endormissement. Quand on s'endort, on est dans le brouillard, avec un corps assoupi, mais une conscience toujours là, un peu allumée vaguement, au point que ça donne des sensations bizarres, comme le fait d'avoir l'impression de tomber dans le vide, de tomber du lit, ou tomber des escaliers. Je sais pas si dans l'équipe, vous avez déjà expérimenté ça. Oui. Ah oui, quand tu... Ouais. Oui, quand... mais même juste quand t'es couché dans le lit et que t'as vraiment l'impression de basculer, quoi. C'est ça que tu veux dire, ouais. Ça marche surtout quand on a bu. Ouais. Tu rappelles beaucoup de choses à l'état de sobriété, je trouve, ce soir, top. Mais c'est moins violent quand on a bu, je trouve. Bizarrement. Ah bon? Ouais. Ah, moi, ça tangue, mais de folie. Ouais, ça tangue, mais c'est pas le même... Moi, tu sais, je suis c'est pas la même sensation ça, oui. où quand t'as vraiment l'impression de tomber et que tu te retiens et en fait t'es juste dans le lit. Quand t'es bourré, ça tangue. Moi, quand je suis bourré, ça tangue et ça s'arrête pas. Non, mais tu tombes pas dans le vide, comme quand tu tombes dans le vide. C'est au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. Mais ça t'arrive jamais quand tu dors d'avoir l'impression que tu tombes par-dessus un truc et donner un grand coup de pied? C'est ça, c'est pas genre un truc comme ça, c'est genre un truc très violent. Genre comme si tu te poussais dans le vide, en fait. Ouais. Ah non, moi, c'est une sorte de balancement. Ça, quand t'es bourré, oui. Non, mais non. Okay. Non, quand je m'endors, arrêtez. Pas tout le temps bourré. Mais si, du coup, on voit très bien la sensation de tomber dans le vide. Bon, j'ai pas lu le truc que vous dites. Moi non plus. T'as jamais donné un grand coup de pied à ton partenaire de lit Ah, ça, mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas... c'est ce à quoi il faut référence dans le film de Nolan, là, Inception, là. Ils font tomber les gens pour les... Oui. Et je crois que c'est à ce type de violence qu'il faut référence. Ah ouais. Justement, la sensation de tomber, en fait, on l'explique pour l'instant théoriquement, que c'est quand ce qu'on a vu niveau d'éveil et niveau de conscience sont déséquilibrés. Trop déséquilibrés. Au point qu'il y a un réflexe de survie que tu te réveilles en sursaut, en gros. Mais ouais, c'est ça. Dans Inception, il l'utiliserait. Donc, durant l'endormissement ou en état hypnotique ou en état de transe, nous sommes davantage isolés dans l'environnement extérieur.
avec une perte de sensations physiques et émotionnelles. Des fois même, elles sont si diminuées qu'on peut en créer nous-mêmes, telle une hallucination. Donc durant l'endormissement ou en état hypnotique ou en état de transe, nous sommes davantage isolés de l'environnement extérieur, avec une perte de sensations physiques et émotionnelles. Des fois même, elles sont si diminuées qu'on peut en créer nous-mêmes, telle une hallucination, avec une petite phrase suggérée. Car c'est un lieu où l'esprit critique est endormi, comme je l'ai dit un petit peu avant, et où la suggestion des choses, plus ou moins surréalistes, peuvent être imaginées, réalisées, voire même profondément ancrées en nous, en notre inconscient, comme dirait tout le grand hypnothérapeute. Au point qu'une fois éveillée, cette suggestion, ou cette chose qu'on a apprise, fasse partie de vous et de votre personnalité, mais de manière inconsciente. C'est en tout cas ce qu'affirme tout hypnothérapeute. Un exemple. Imaginez un chien de course violet, d'un pelage très doux. Il porte le dossard 34 et il parle espagnol. En ce moment, il est en train de courir. Vous remarquez alors que ce chien a 3 pattes et pour autant, il rivalise avec les meilleurs chiens de course. Voilà un exemple de petite suggestion un peu imaginaire folle. Vous pouvez aussi, en état de transe, donc pendant l'état où vous êtes très apte aux suggestions, vous pouvez aussi, par exemple, suggérer une situation réelle, idéale, à venir. Par exemple, vous pouvez suggérer vous sentir plus à l'aise et plein d'énergie lors d'une réunion future qui vous angoisse ou qui vous donne trop d'anxiété. On peut hypnotiser Pascal pour qu'il nous fasse un prochain dossier. En tout cas, on peut hypnotiser pour que ça soit moins anxieux pour quelqu'un. Ça, c'est possible. C'est ça, hein. Donc, on peut imaginer que dans le futur proche, cette affirmation soit carrément réalisée. Ou même, s'il y a 10 étapes avant à faire, que celle-ci soit réalisée. Imaginez que vous êtes en train de le faire. Puis imaginez-vous dans le futur avec ce changement opéré. Ça, ce sont des petits exercices qu'on peut se faire tout seul. Si on veut, par exemple, appréhender plus facilement l'avenir ou des étapes anxieuses. Et ne vous limitez jamais aussi à la simple pensée. Hein. Sinon, autant pas être en transe. Il faut bien l'incarner. Ressentez le poids. S'il y a un niveau, ou s'il y a les muscles qui sont en action, il faut ressentir les efforts demandés aux muscles. Il faut ressentir la chaleur, aussi la texture, s'il y a quelque chose à toucher, la chaleur, les odeurs, votre position du corps, tout ce qui est auditif également, et toute autre sensation physique en fait. Et rien que de le suggérer si fort, avec toutes ces suggestions et toutes ces sensations à suggérer, serait déjà en fait un pas pour réellement y parvenir, selon les cliniciens, encore une fois. Tout cela, scientifiquement, c'est encore discutable. Jusque-là, donc, ce sont des suggestions positives, c'est-à-dire quelque chose de bien qu'on veut faire. Mais si la suggestion vient de l'extérieur, d'un thérapeute quelconque, comme on est fortement ouvert à suggestion en état de transe, une personne mal intentionnée pourrait vous faire ancrer des faux souvenirs, donc des fausses mémoires, des faux souvenirs parmi vos souvenirs d'enfance même. C'est le seul risque d'une transe hypnotique, de mélanger imaginaire, suggestion et vie réelle de votre passé. Et ça, c'est avéré, ça c'est caractérisé. Les faux souvenirs, oui, ça c'est avéré par contre. Comme quoi, tout ce qui est hypnose est proche de l'hypnose, donc même la psychanalyse, même si c'est, il y a quand même des liens avec l'hypnose, ça c'est avéré que les faux souvenirs, si tu dis bon, racontez-moi votre enfance, et que par exemple la thérapeute aborde une suggestion, oui, l'oncle il ne vous a pas violé ou un truc comme ça, et que l'image est déjà créée en soi pendant l'état de transe, ça peut être déjà un faux souvenir et la personne peut croire que ça s'est réellement passé, par exemple. Et comment on le caractérise, à part faire des enquêtes policières, etc. Il y a des moyens de se rendre compte qu'un faux souvenir secret, où il est indistinguable en imagerie. Oui, après, si le faux souvenir est présent, il y a juste des enquêtes policières qui peuvent l'avérer. Hein, ouais. C'est difficile à comparer. Mais même nos propres souvenirs à nous. Par exemple, si on se souvient à quelque chose où on a mangé du fromage et on a bu beaucoup de vin
quelque part en Alsace. Par exemple, si tu te souviens de tout ce qui est en mémoire et en souvenir, tu ne te souviendras pas de tous les détails. Tu vas les récomposer toi-même. Ah oui. Même donc, dans tes propres mémoires, en fait, quand tu le fais, tu crées une sorte de faux souvenir. Ouais, d'accord. Voilà. Donc en fait, entre faux souvenirs et réelle mémoire, il n'y a qu'un pas en fait. Et ensuite, donc pour sortir de la transe, pour sortir du petit trip imaginaire lors de votre transe hypnotique, on appelle ça un réveil. En clinique aussi, il est assez commun de compter jusqu'à 10. Et à 10, vous êtes pleinement éveillé, en pleine forme. Donc 1, 2, 3, nous irons au bois. Donc vous commencez à sortir de votre transe hypnotique avec un corps totalement détendu et relâché. Votre attention n'est plus focalisée sur quelconque suggestion. Donc le chien était de quelle couleur ? Violet. Notre attention virevolte, ici et là. 4, 5. Peut-être que des fourmillements arrivent dans quelques-uns de vos muscles ou vos pieds. Le corps se réveille. 6 et 7. En hypnose, le réveil, après une transe, on appelle ça une réassociation. Réassocier, c'est-à-dire retrouver à la fois son niveau de conscience et son niveau d'éveil, tous les deux éveillés. Ou dit en fait plus mystiquement, retrouver une union entre la conscience de soi et nos perceptions corporelles. Donc là, vous remarquez là qu'on a quelque chose quand même de très dualiste, de retrouver toutes nos capacités entre une conscience d'un côté et nos perceptions corporelles. 8. Vous portez davantage attention à votre environnement. Êtes-vous assis, debout ou allongé ? Hormis ma voix, entendez-vous les oiseaux chanter ? Bon, peut-être pas à cette heure-là pour en direct, mais un moteur ronronner ou bien un ventilateur souffler ? 9. Vous réveillez vos muscles en bougeant vos mains et vos poignets. Peut-être même que vous aimeriez contracter une jambe ou un pied. C'est le réveil tel un chat ou un chien qui s'étire de partout pour se recentrer. Et enfin 10. Bienvenue de retour à la réalité, au monde réel bien ancré. Et c'est ici que je vais clore mon dossier. J'espère vous avoir appris peut-être des choses, quelques idées, si ce n'est au moins vous avoir fait voyager. Merci Clara. C'était super cool. Mais je pense qu'on a 30 milliards de questions. Allez. Il y en a une qui était juste au-dessus sur les faux souvenirs. Il y a Nive qui demande est-ce que c'était ce qui s'est passé lors de la peur satanique aux US ? Alors, je connais pas du tout ce que c'est. Je crois qu'il parlait des faux souvenirs. Mais il y a beaucoup de cas documentés sur les faux souvenirs, ça c'est sûr. D'accord. Ça, la peur satanique aux US, ça me dit rien du tout. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose d'utile sous hypnose, comme on apprend une chanson, par exemple ? Eh bien, on dit bien que, par exemple, juste avant de se coucher, on peut apprendre rapidement des choses. En fait... Et ça, c'est avéré ? Alors, oui. De mémoire. Je vérifie la littérature, mais il me semble que de mémoire, oui, c'est avéré. Et en fait, à mon avis, il y a un lien. Comme quoi, parce que juste avant de s'endormir, il y a ce fameux stade d'endormissement, qui est vraiment très proche de l'hypnose. Et vraiment, en hypnose, les cliniciens l'affirment, et puis moi-même, à l'avoir expérimenté, mais scientifiquement, on ne l'a pas encore démontré, on peut retenir des trucs assez farfelus. Que ce soit de manière de consciente ou même très inconsciente. Par exemple, on peut demander on appelle ça une suggestion post-hypnotique. Durant l'hypnose, on va demander à quelqu'un, par exemple, dès que tu verras une pomme, tu vas sauter sur place. Voilà, ça, on va lui donner comme une suggestion post-hypnotique, dès qu'il sera éveillé. Et dès qu'il est éveillé, dès qu'il voit une pomme, il va sauter sur place. Mais lui, il ne saura pas trop pourquoi. C'est inconscient pour lui. Il va essayer de rationaliser, par exemple. Ah, ça m'a fait peur. Des trucs comme ça. C'est vraiment le disque dur, en fait. Pour avoir ça comme ça. Bah, c'est un peu terrifiant en même temps. Donc, du coup, c'est encadré la pratique clinique, justement, pour éviter les... Alors, justement, ouais, je voulais dire trois petj'ai peut-être loupé le paragraphe. Donc, l'hypnothérapeute, c'est quelque chose qui n'est pas protégé, qui n'est pas dans la loi, quoi. Donc, tout le monde peut l'être. Donc, n'est pas très loin du charlatanisme et tout comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on peut rencontrer un peu n'importe qui. Autant voir
Et alors du coup, est-ce que tu as des médecins ou des psychiatres spécialisés en hypnose? Il me semblait que c'était ça, non? Et que du coup, c'était valide et que c'était ça qui était utilisé en clinique. Autant se tourner vers des psychiatres ou des psychologues qui s'y connaissent. Parce que, en fait, hypnothérapeute, tout le monde peut l'être. Et du coup, comment eux, leur pratique, elle est encadrée? Ils doivent signer des décharges ou je ne sais quoi pour dire jamais vous allez utiliser pour faire sauter des gens quand ils voient des pommes. Non, il n'y a pas d'encadrement là-dedans. Il n'y a rien de... Il y a des instituts, des petites agglomérations ici et là, mais par exemple, il y a l'Institut français francophone ou des trucs comme ça, mais il n'y a rien de régulé, normalement. Et il y a Cerveau sur pattes qui demande les spectacles d'hypnose, c'est sérieux à 10, 90%? Les spectacles d'hypnose, c'est sérieux à 100%. La plupart du temps, ils pré-hypnotisent les gens. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Ils choisissent les personnes qui sont le plus réceptives à certains types d'inducteurs, comme je dis avant. Par exemple, pour ceux qui vont être en fixant un point, pour ceux qui vont être facilement hypnotisables en fixant un point, il va les choisir eux, par exemple. Il ne va pas les faire passer à un son avec un tambour. En fait, il y a plusieurs façons d'être en état de transe, plusieurs inducteurs, plusieurs amorçages. Et ceux en spectacle, ils prennent les amorçages qui sont les plus rapides possibles, pour que ce soit plus spectaculaire, justement. Et normalement, enfin le plus souvent, avant le spectacle, ils les repèrent, les gens. Ils les pré-hypnotisent, quoi que ce soit, ou il y a un pré-show, un truc de ce genre-là. Ah, d'accord. Mais dans la rue avant d'arriver? Ouais, à l'entrée du spectacle. Hein. Tu vois ton billet, ils les regardent. Des trucs comme ça. Hein. Bon, après, en spectacle, c'est pas de la télé non plus. C'est vrai qu'en télé, ils font plus ça. Ils font plus ça en télé. En spectacle, ils prennent plus le temps, j'imagine. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la chatroom? Je ne crois pas. Il y a une question de Nive à l'instant. Est-ce qu'il y a un biais d'ancrage du type tu commences à jouer le jeu, donc tu continues pour pas passer pour un con? Mais ça, tu y as plus ou moins répondu, au sens où tu es toujours conscient, en fait. Donc, si tu veux que ça s'arrête, exact. Tu peux toujours t'arrêter, ouais. Exact. Si tu joues le jeu, ça veut dire que tu as envie de jouer le jeu. Ouais. Parce que tu es toujours conscient. Ok, donc si quelqu'un t'hypnose et que tu n'as pas envie de sauter quand on voit des pommes, tu ne le feras pas, c'est ça l'idée? Voilà, c'est l'idée. C'est ce qu'on appelle des résistances. Mais bon, c'est un terme freudien, donc j'aime pas trop. Ah. Fais gaffe, il y a des esthéticiens qui... Il n'a pas dit que des conneries. À un moment, il a peut-être félicité sa femme pour le beefsteak. Voilà. Bon, il était peut-être bon. Et dans tous ceux qui sont là, dans l'équipe, il n'y a pas d'autres questions? Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, on pourrait aller beaucoup plus loin sur le thème de l'hypnose, mais c'est un sujet qui est quand même super vaste. En plus, mélangé un peu avec le sommeil, avec la conscience. J'ai l'impression que tu pourras nous faire 10 épisodes dessus, quoi. Ah oui, en termes de notes, là, le machin, il fait quoi, une vingtaine de pages. J'ai encore une trentaine de pages de notes qui servent à rien. Ah ouais. J'ai débordé un peu partout, quoi. Ouais, il y a de quoi dire, oui. C'est très cool en tout cas. Ouais, c'est super intéressant, surtout de voir que ça touche à plein de choses. Et on peut peut-être continuer du coup avec la citation de l'émission, si tu as envie de nous la lire. Alors, la citation. Donc une citation de Milton Erickson, qui est un des pionniers donc, de l'hypnose actuelle. Il est habituellement difficile pour des étudiants débutants en hypnose de réaliser pleinement l'étendue avec laquelle l'esprit conscient ne reconnaît pas son propre vécu d'expérience altérée. En gros, il n'est pas très conscient, quoi, lui-même. Notre culture extravertie ne nous demande rien au sujet de nos états intérieurs. Normalement, nous avons seulement besoin de laisser les autres savoir si nous sommes éveillés ou endormis. Il va falloir que tu en relises là. Ouais, moi aussi. Il est habituellement difficile pour les étudiants débutants en hypnose de réaliser pleinement l'étendue avec laquelle l'esprit conscient, jusque-là c'est l'esprit conscient, ne reconnaît pas son propre vécu d'expérience altérée. C'est-à-dire que quand on est en état de modifier de conscience, on s'en rend même pas compte, la plupart du temps. Et les autres autour de nous ne s'en rendent même pas compte non plus. Parce que notre culture extravertie, comme il dit, ne nous demande rien au sujet de nos états intérieurs. Normalement, nous avons seulement besoin de laisser les autres savoir si nous sommes éveillés ou endormis.
Ouais, tu sais, les citations, c'est des trucs qu'on doit réfléchir pendant toute une semaine. C'est parfait là, parce que j'aurais bien besoin de ça pour tout piger. Énorme. Elle est pas facile. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Je ne crois pas qu'on ait d'annonce spéciale à faire. Alors, du sommeil à la conscience, merci Cléora de nous avoir hypnotisés. En tout cas, tu as hypnotisé Johan, ça c'est certain. Et renseigné sur cette science complexe qu'est l'hypnose aux frontières de la conscience. Donc, nous n'avons pas d'émission la semaine prochaine. On vous retrouve dans 15 jours. Et en attendant que servir la science soit votre joie.